partie, désormais, on va, comme je le disais, en arriver aux équations qui nous intéressent. Et cette fois, on va considérer une fonction u qui ne va pas seulement de oméga dans R, mais qui prend en entrée une variable temps. Donc ça va être une fonction, on va voir, on va préciser un petit peu, mais ça va être une fonction de R plus croix oméga dans R. Donc c'est une fonction qui prend en entrée un temps t et une variable x d'oméga et qui vous sort un scalaire u de tx. Quel va être l'exemple typique de ce genre d'objet? Ça va être par exemple, encore une fois, la température dans la pièce. Si je regarde un point dans l'espace, je peux me demander quelle est sa température et je peux me demander quelle est sa température en un temps donné. Okay, donc je construis, en me posant cette question, une fonction qui à un temps donné et à un point dans la pièce me donne la température en ce point et à ce temps donné dans la pièce. Okay, donc voilà un exemple. Mais ça peut aussi être U, ça peut aussi pouvoir représenter dans d'autres domaines d'application le nombre, plutôt d'ailleurs la densité de, par exemple, de cellules dans un organe quelconque au temps t et en un point x. Donc, de manière générale, ça va représenter une quantité qui dépend à la fois du temps et de l'espace. Okay. Et de manière générale, on peut noter ce que je vais appeler m de t, c'est l'intégrale de oméga dans oméga de u de tx dx. Okay. Donc ça, c'est quoi cette quantité-là? C'est le nombre total d'individus, si on voit ça comme les individus, ou alors pour la température, ça n'a pas vraiment d'interprétation, donc c'est peut-être plutôt en termes d'individus, ou par exemple avec mon exemple d'avant de cellules. Donc ça, c'est le nombre total de cellules qu'il y a. Autrement dit, vous êtes en train de sommer ou d'intégrer sur oméga u de tx en fonction de x uniquement. Donc ça, c'est un objet qui dépend seulement de la variable de temps et qui est le nombre total d'individus au temps t. Okay. Et on va supposer qu'il y a un phénomène qui se déroule. Donc nous, on a notre domaine oméga. Ça, c'est oméga. Et puis, on va supposer qu'en chaque point, alors, il va y avoir plusieurs notations, n, en chaque point de la frontière d'oméga. Maintenant, on va arriver à des problèmes de questions de frontière. Forcément, quand on parle de dp et qu'on se passe sur un domaine borné, il faut expliquer un petit peu ce qui se passe à la frontière du domaine. Vous voyez, en chaque point du domaine, en chaque point de la frontière petit x, il y a un objet qui est important, c'est ce qu'on appelle la normale sortante à l'ouvert. Autrement dit, c'est de manière plus pédante, c'est simplement le fait qu'on va prendre la tangente en x à l'ouvert oméga, et on va prendre la perpendiculaire à ce truc-là, et on prend un vecteur normé. Donc si l'ensemble oméga n'est pas trop tordu, en chaque point x, il existe un unique tel vecteur qu'on va noter n de x. Okay, donc ça, c'est la normale, n de x. Je vais écrire là. N de x, c'est la normale sortante à oméga en x. Donc c'est l'unique en fait vecteur qui est orthogonal à oméga en x et qui est sortant, donc dirigé vers l'extérieur d'oméga et de norme 1. On le normalise, c'est pour ça qu'il est unique. Ok. Et on va supposer qu'en chaque point x, il existe un certain vecteur f qui dépend peut-être du temps et de x, f de tx, qui décrit la matière, qui va décrire la matière qui sort en x au temps t, donc au temps t et au point x de la frontière. Okay, si je veux savoir, donc, d'ailleurs ici, là en fait j'ai écrit ça comme la normale sortante à, donc ici, il faut imaginer que n en fait c'est la normale, ça vous pouvez imaginer que c'est juste un certain domaine inclus dans oméga. Dans la suite je vais me placer dans un domaine qui est inclus dans oméga, un certain volume V. Donc en fait c'est la normale sortante à V en x. Ça va être une notation qu'on va utiliser un tout petit peu dans la suite. Et donc, on suppose qu'en chaque point de la frontière de V, il y a un certain vecteur qui décrit comment la matière, disons ici pour certains individus, les individus sortent du domaine. Bien sûr, si le vecteur f
il est dirigé de manière tangente au domaine. Imaginez quand ce point x, le vecteur f est dirigé de manière tangente au domaine. Dans ce cas-là, vous voyez que les individus ne sortent pas. C'est-à-dire que les individus qui arrivent comme ça, ils tangentent la frontière du domaine et ils restent dans le domaine. Donc ce qui compte, c'est le produit scalaire de ce vecteur f avec la normale. Donc on va le voir apparaître. C'est ça qui est important. Donc autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que si je veux calculer, donc je me donne un V inclus dans oméga, et je veux calculer comment le nombre total d'individus, donc du coup je ne me place pas dans oméga, je me place dans V ici. Donc là je suis en train de compter le nombre d'individus qu'il y a dans un certain volume V que j'ai fixé, qui est lui-même inclus dans oméga. Je vais regarder comment évolue m de t au cours du temps. Donc je calcule sa dérivée. Tout ça, ça va être formel complètement à la physicienne. Donc je calcule d sur dt, l'intégrale de V de u de tx dx. Et je fais l'hypothèse que ça, c'est donné par tout ce qui va sortir de V et qu'il y a une manière de calculer ce qui sort de V à partir d'un certain champ de vecteurs f de tx. Donc il y a un physicien qui m'a dit, ah oui, il y a un champ de vecteurs f de tx défini en tout temps et en tout x qui te dit en un point x ce qui sort et ce qui rentre. Okay, et bien sûr, pour bien voir ce qui se passe, du coup, il faut, comme je le disais tout à l'heure, calculer le produit scalaire de grand F avec n. Donc ça, c'est moins l'intégrale, sous cette hypothèse, c'est moins l'intégrale de f de tx. F, c'est un champ de vecteurs, donc je peux prendre son produit scalaire avec n, qui est aussi un vecteur. Dx, et cette intégrale, elle est prise sur la frontière de V. Bon là, donc formellement, ici, je devrais mettre ce qu'on appelle la mesure sur la frontière de V. Encore une fois, si c'est un petit peu nébuleux, tout ça, c'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est l'équation à laquelle on va arriver à la fin. Donc simplement ici, je fais l'hypothèse que l'évolution du nombre d'individus dans V au cours du temps est donnée par ce qui rentre et ce qui sort, et ce qui rentre et ce qui sort, il faut que je fasse le produit scalaire de f qui me décrit justement ce phénomène avec la normale. Okay, donc, poursuivons. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un théorème qui en fait généralise l'intégration par partie, si vous voulez. Ça, c'est pareil que c'est l'intégrale sur V de la divergence de f de tx dx. Ça, il faut vraiment le voir comme l'intégration par partie. Vous voyez, si je vous disais l'intégrale de 0 à 1 d'une dérivée, vous direz, ah bah c'est le crochet de la primitive. Je prendrais f de 1 moins f de 0. Peut-être l'écrire, quand j'écris l'intégrale de f' de t entre 0 et 1 dt égale f de 1 moins f de 0, ce que je suis en train de dire, c'est que pour calculer l'intégrale de la dérivée entre 0 et 1, il suffit que je regarde ce que vaut f au bord, f de 1 moins f de 0. Donc la généralisation de ça à pas seulement un intervalle de R, mais à un ouvert borné RD, c'est ce résultat-là qui est un résultat fondamental d'analyse vectorielle. Donc on l'admet ici. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la formule de la divergence. Voilà la formule de la divergence. Ok, donc à partir de cette formule, on est content. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si je regarde ça, ce premier terme duquel j'étais parti, je peux aussi, là encore, à la physicienne, dire, bon, on va dériver par rapport à t, sous des hypothèses du type qui permettent d'utiliser le théorème de Lebesgue, qui permet de dériver dans l'intégrale. Ça, c'est aussi l'intégrale de la dérivée de ce truc-là par rapport à t, c'est-à-dire d rond t, d rond u sur d rond t, d rond tu de tx dx. Donc vous voyez, je suis parti en fait de ça qui est égal à ça, si j'ai le droit de faire ce calcul, et je suis arrivé à une nouvelle intégrale sur le volume. Et donc, pardon, ici il y a un moins, j'ai oublié le moins. Donc vous voyez que du coup j'ai l'intégrale sur V de d rond tu de tx plus la divergence de f de tx qui
est égal à 0, et ça c'est vrai pour tout volume V inclus dans oméga. Tout ce que j'ai fait en fait c'est parfaitement valable d'un point de vue rigoureux si le volume V est suffisamment régulier et si la fonction f et la fonction u le sont aussi. Donc c'est des hypothèses de régularité de tous les objets que je manipule, tout ça c'est totalement valable. Et là, alors ça aussi il faudrait le démontrer, et encore une fois ce sont des hypothèses, donc ça c'est à la physicienne on met un équivalent, mais à la mathématicienne on pourrait justifier tout à fait cette équivalence. Le fait que ce soit vrai pour tout V. Alors, si vous avez une fonction dont l'intégrale est nulle pour tout sous-domaine du domaine qui vous intéresse, alors forcément ce qu'il y a dans l'intégrale est nul. Donc ça implique que pour tout t x, eh bien, on a démonté u de tx plus divergence de f de tx qui est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi de conservation. La dérivée en temps de u est donnée par la divergence d'un certain champ de vecteurs. Okay. Alors, pour l'instant, c'est une blague en fait cette équation, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que f. On a supposé qu'il y avait une telle fonction f. Ce qui va nous mener à une véritable équation sur u, qu'on va donc vouloir résoudre. Imaginez encore une fois que vous allez avoir une équation, par exemple, sur la température dans la pièce, et vous voulez essayer de calculer la température dans tout temps t et en tout point x. Il va falloir faire des hypothèses sur comment f dépend lui-même de u. Et on va faire deux grandes hypothèses. Et c'est ça qui va nous mener à l'équation d'une part de la chaleur, d'autre part à l'équation de transport. Venons-en désormais donc aux deux exemples de fonctions d'hypothèses en fait, de la modélisation de comment f va dépendre elle-même de u. Premier exemple, ça va être l'advection. Donc petit a, l'advection. L'advection, ça va être typiquement une situation de modélisation où on a un fluide qui se déplace à une vitesse v, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, je sais pas moi, la concentration de quelque chose dans le fluide. Donc dans ce cas-là, l'hypothèse de modélisation qu'on va faire, c'est que f de tx, on va le prendre égal à, ça doit être un champ de vecteur, je vous rappelle, on va le prendre égal à u de tx fois une certaine vitesse v de x. Donc v est un champ de vecteur. Et donc ça vous dit que si vous êtes en un point x et que vous regardez cette vitesse, là, faire l'hypothèse que c'est égal à u de tx fois v, ça vous dit que ce qui se déplace dans ce sens-là, ça se déplace selon la direction de v, ça dépend éventuellement de x, et surtout c'est proportionnel à u. Donc, plus il y a de u ici, plus il y en a qui se déplacent vers la droite, ce qui est assez naturel. Okay, donc ça c'est une hypothèse de modélisation, mais ça conduit à quoi ça? Revenons à notre équation, ça conduit à l'équation dT de tx, je remplace, plus divergence de, donc f de tx dans ce truc-là, donc ça fait simplement u de tx, v de x, égale 0. Ça c'est l'équation dite d'advection. Et en fait, nous, on ne va pas considérer cette équation, on va plutôt considérer l'équation de transport. L'équation de transport, c'est quoi? C'est l'équation, je peux l'écrire peut-être. Et je vais expliquer comment elle est liée à l'équation d'advection, l'équation de transport. L'équation de transport, c'est quoi? C'est dρtu de tx plus gradient de u de tx scalaire v de x égale 0. Donc c'est pas exactement, a priori elles n'ont pas grand chose à se dire ces deux équations, mais en fait, d'après la formule que j'ai rappelée tout à l'heure, un div de uv c'est u div de v plus gradient de u scalaire v, vous voyez que ça, c'est exactement pareil que ça, pour peu que v soit de divergence nulle. Hein, donc ça c'est pareil que l'advection si la divergence de v égale 0 pour tout x.
chaque divergence de V de x est égale à 0. Sous cette hypothèse, div de uv, c'est u div de v 0 plus gradient de u scanner v, c'est-à-dire ce terme. Donc ça, c'est l'équation de transport. Donc l'équation de transport, il faut vraiment avoir en tête, alors je vais peut-être garder ça pour l'instant, il faut vraiment avoir en tête la situation où vous avez encore une fois un certain fluide qui se déplace et les particules du fluide, elles ont une certaine information en elles. Par exemple, elles vous disent la concentration dans un certain polluant. Hein, donc le genre de comportement qu'on veut avoir quand on regarde une équation de transport, en fait, je vais effacer ce truc-là. Quand on veut avoir une équation de transport, ça va être que si la condition initiale, on va revenir là-dessus, si initialement, voilà le profil du polluant, disons, mettons entre un certain A et B, bah, si le fluide se déplace à la vitesse V, bah, le polluant lui aussi va être déplacé à la vitesse V, et donc si vous observez ça un certain temps plus tard, vous allez avoir, si par exemple la vitesse V est constante, bah, un instant plus tard, le polluant il va être exactement translaté par le vecteur V fois le temps que vous avez attendu. Okay, donc, l'équation de transport, elle modélise, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, le transport d'une certaine quantité le long d'un certain vecteur V qui est, disons, connu a priori. C'est la vitesse je sais pas, la vitesse de votre fleuve, par exemple. Okay. Alors, la vitesse du fleuve, a priori, elle peut dépendre de x. Hein, si on fait une modélisation un peu fine, dans un fleuve, la vitesse le courant n'est pas le même dans tous les points du fleuve. Et souvent, et d'ailleurs dans la suite, on va prendre V constant, et déjà on sera content d'essayer de dire des choses sur cette équation. Ok, donc ça c'est pour l'advection. Maintenant la diffusion. La diffusion, cette fois, c'est une autre modélisation, c'est un autre choix de f de tx, et cette fois le choix qu'on fait, c'est de supposer que c'est un choix extrêmement important dans les applications, que f de tx c'est proportionnel, c'est un champ de vecteur, au gradient de u, et inversement, proportionnel à moins le gradient de u. Ça c'est très important aussi. Donc c'est moins le gradient de u de tx. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc ici on avait div de f de tx, donc j'obtiens div de moins d. Ça fait div de moins d gradient de u de tx égale 0. D c'est une brave constante, je peux la sortir de la divergence. Et on a vu que div, d'ailleurs moins d, c'est une brave constante, je sors de la divergence. Et on a vu que div du gradient, c'est rien d'autre que le Laplacien. Donc ça, c'est égal à, je vais peut-être écrire l'équation en dessous. C'est pareil que d'écrire que d rond t u de tx moins d Laplacien u de tx est égal à 0. Attention, ici, le Laplacien, ici, c'est pareil pour le gradient. On ne considère la fonction, on ne considère les dérivées partielles de la fonction u que par rapport à x. Donc ça, c'est l'équation de diffusion. Ok, alors, la première remarque, c'est quelle est l'interprétation de ce terme-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va modéliser, ce moins d gradient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en un point x, et que vous regardez, vous voulez décrire comment se déplacent localement les individus en x. Parce que vous dites, c'est que les individus, ils se déplacent dans le sens inverse du gradient. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en x et vous regardez la direction où la u décroît le plus vite. C'est comme de l'optimisation, il y a le moins devant le gradient. Et donc ça, c'est précisément la situation où vous essayez d'éviter les zones de forte densité. Si vous avez des individus, vous voyez à un endroit où il y a beaucoup de monde, vous allez à rebrousse chemin, vous allez dans l'autre sens. Ça, c'est exactement en fait, l'équation qui modélise très bien la température. Donc ça, l'équation de diffusion, elle s'appelle aussi de la chaleur, parce que justement, ça modélise l'évolution de la température dans une pièce. C'est pour ça que, fondamentalement, la température a tendance à s'homogénéiser. La température, entre guillemets, elle fuit, je ne vais pas dire ça, c'est de l'agitation des particules qui crée de la chaleur.
les particules ont tendance à fuir les endroits de forte agitation. Et donc c'est ça qui va avoir tendance à homogénéiser. Hein, si vous avez U qui est très élevé ici et que du coup les gens ont tendance à partir dans l'autre sens, du coup les endroits de forte densité vont avoir tendance à aller vers les endroits de faible densité. Ça va avoir tendance à homogénéiser les choses. On va le voir hein, plus quand on va essayer de calculer un petit peu explicitement les choses. Voilà, donc quelques remarques pour finir sur ce qui se passe en dimension 1. Hein, si D égale 1, donc pour l'advection, disons, si D égale 1, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si D égale 1, donc le gradient de U, c'est juste la dérivée par rapport à x de U, de Tx. Hein, donc l'équation d'advection, l'équation de transport en dimension 1 d'espace, ce n'est rien d'autre que d rond Tu de Tx plus V. Alors là, du coup, V de x c'est un vecteur dans Rd, mais dans R c'est donc un scalaire, donc c'est juste V de x d rond x de U de Tx. Hein, le produit scalaire, c'est juste le produit en fait de la dérivée partielle de U par rapport à x, et donc il n'y en a qu'une, fois V de x. Égale 0, bien sûr. Ça, c'est pour le transport quand D est égal à 1. Maintenant, pour la chaleur, pour l'équation de la chaleur quand D est égal à 1, à quoi ça ressemble? Dans ce cas-là, le Laplacien, on a vu que c'est la somme des dérivées partielles secondes. Ici, j'insiste encore que c'est par rapport à la variable x. Hein. On ne prend pas les dérivées partielles secondes par rapport à la variable t. Ici. Donc ici, comme il n'y a qu'une seule variable, x en dimension 1, ça c'est rien d'autre que d rond tu de tx moins d fois la dérivée seconde de u par rapport à x. Donc, avec une notation que j'ai introduite au début, vous voyez ça comme d rond de u sur d rond x carré ou sur d rond xx, c'est une autre notation, de u de tx égale 0. Donc ça, c'est l'équation de la chaleur en dimension 1 d'espace. Je répète, si vous êtes perturbé par cet objet-là, ça, c'est rien d'autre que d rond de u sur d rond x carré de tx. Ok, donc ça, c'est les équations de transport et de la chaleur en dimension 1. Et dans la suite, on va essentiellement considérer le cas de la dimension 1, mais on va quand même faire quelques calculs encore avec des divergences et des gradients et des Laplaciens pour que vous vous habituiez un petit peu à ces quantités qui vont naturellement apparaître, notamment quand vous allez faire des cours d'EDP plus avancés. Ok, je vais m'arrêter là avant de vous parler dans la prochaine séquence de conditions initiales et au bord.